Bonjour à vous moussaillons, je suis le capitaine Zolad et voici mon fidèle acolyte Maurice. Salut! Ensemble, nous allons vous parler de la propriété littéraire et artistique qui est une branche très intéressante du droit. Mais avant de se lancer dans l'étude de cette matière, il me semble judicieux de prendre le temps d'une vidéo afin de revenir sur l'historique de cette matière, mais aussi de définir des notions et des concepts qui me semblent capitaux pour la bonne compréhension de ce cours. Alors sans plus attendre, allons-y! La propriété intellectuelle en elle-même est assez compliquée à définir. Elle serait l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. La propriété est ici alors immatérielle, contrairement à la propriété matérielle, par exemple celle d'un livre. Oh, ça me paraît compliqué comme définition. Pour plus de simplicité, disons que la propriété intellectuelle peut être divisée en deux branches. D'un côté, vous avez la propriété industrielle. D'après l'INPI, elle permet la protection des créations techniques, brevets, des créations ornementales, dessins et modèles, et des signes distinctifs, marques, dénominations sociales, non commerciales, enseignes, noms de domaine, etc. La propriété industrielle a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations par un dépôt. Enfin, de l'autre côté se trouve la propriété littéraire et artistique, la matière qui nous intéresse en particulier. Elle vise ici la protection des œuvres et se divise entre droits d'auteur, droits voisins du droit d'auteur et autres droits sui generis. Ce sont des droits uniques ne rentrant pas dans une autre de ces catégories. Donc en résumé, la propriété industrielle se situera dans une dimension commerciale, alors que la propriété littéraire et artistique, la matière qui nous intéresse, se trouve plutôt dans le domaine culturel et artistique. Je vois. Un long discours vaut mieux qu'un résumé en droit. Mais il te reste encore pas mal de questions sans réponse, non? Certes, des définitions doivent être données, mais nous reviendrons étudier ces concepts un peu plus tard. Un peu de patience, voyons. Tout d'abord, concernant le droit. Il ne faut pas comprendre ici le droit dans son intégralité en tant que matière juridique. D'après le dictionnaire, il faut plutôt l'entendre dans le sens d'une autorisation donnée à quelqu'un par une autorité, mais aussi comme un pouvoir légitime. Par exemple, être propriétaire d'un objet va vous donner un droit d'utilisation de cette chose. Comme le balancer par la fenêtre, par exemple? L'œuvre, quant à elle, peut être définie comme le résultat physique, virtuel ou immatériel découlant du travail de l'homme. Par exemple, un dessin sur une feuille de papier pourra être considéré comme une œuvre. Je vous l'accorde, ce n'est pas mon meilleur. À présent, que nous venons de voir ces différents concepts qui seront revisités en temps voulu dans d'autres vidéos, je vous invite à faire un petit retour en arrière pour en apprendre plus sur l'histoire de la propriété littéraire et artistique. Si c'est à la Révolution française que le droit de la propriété littéraire et artistique est déclaré comme une véritable liberté, ses origines remontent à beaucoup plus loin. Il faudra noter qu'en parallèle va se développer la propriété industrielle. Oui, mais ça, on va le laisser de côté. Commençons par remonter à l'Antiquité. Si l'on remonte jusqu'à l'Antiquité, à l'époque des anciens Grecs et de l'Empire romain, il est possible de déterminer que les artistes de l'époque savaient déjà distinguer les différents supports permettant la réalisation d'une œuvre. Un tableau, un mur, une fresque, une pièce de théâtre, etc. En général, les artistes de cette époque étaient financés par de généreux mécènes, car ils ne pouvaient pas vivre du revenu de leurs œuvres. L'une des plus anciennes lois qui reconnaissent une sorte de droit d'auteur provient de l'île de Sybaris, une colonie grecque du sud de l'Italie. On doit ce texte à Athénée de Naucratis dans Le Banquet des Sages. Si l'un des cuisiniers ou des chefs arrivent à créer un mets original et élaboré, personne n'a le droit d'utiliser cette recette avant qu'un an ne se soit écoulé, exception faite de l'inventeur lui-même afin que celui qui l'a créé le premier en tire profit pendant cette période. Et cela dans le but que les autres s'appliquent eux aussi, se distinguent par des inventions de ce genre. Alors, si vous pensiez que la recette de votre grand-mère ne pouvait être protégée par un droit d'auteur, vous aviez tort. Après la chute de l'Empire romain, donc au Moyen-Âge, l'évolution des technologies, de la religion et de la philosophie va permettre au droit d'auteur de naître timidement. Les artisans de l'époque, qui sont réunis dans des corporations, donc des sortes de groupements de métiers, vont commencer à utiliser des sceaux afin de permettre d'identifier leur travail. Un peu comme ça en fait. En 1437, l'imprimerie apparaît grâce à Gutenberg et permet d'accélérer la reproduction d'œuvres. Les imprimeurs se voient alors octroyer des privilèges pour la reproduction des ouvrages, parfois même des privilèges royaux. Les auteurs reçoivent également des privilèges, mais qui restent faibles par rapport à ceux des imprimeurs.
En 1710, le Parlement anglais va voter la première loi dite de copyright. Ça marche chez nous, ce système de copyright? Alors non, le copyright est seulement utilisé dans les pays de common law, donc qui ont un système juridique différent de celui que nous avons en France. Ce sera par exemple le cas des États-Unis ou du Royaume-Uni, et je reviendrai peut-être plus tard sur cette notion de copyright. Poursuivons notre histoire. D'après la loi anglaise de 1710, aussi appelée le statut d'Anne, tout travail déposé serait protégé pendant 14 ans. Cette protection était renouvelable si l'auteur était encore vivant au bout de ces 14 années. En 1777, en France, les imprimeurs se voient imposer une obligation d'approbation de l'auteur de l'œuvre ou de ses héritiers pour la reproduire. La loi Le Chapelier du 14 juin 1791 consacre la propriété intellectuelle durant la vie de l'auteur, mais aussi après sa mort. En 1793, un décret vient réaffirmer ce principe fondamental et porte à 10 ans la protection des œuvres contre la contrefaçon. La Convention de Berne, en date du 9 septembre 1886 et pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, vise le droit d'auteur et les droits connexes à l'échelle internationale. Le but recherché par cette convention est de protéger le droit des États d'exercer un contrôle sur l'utilisation des œuvres originales, que ce soit des romans, des nouvelles, des chansons, des opéras, des comédies, des dessins, des peintures, des sculptures ou même des œuvres architecturales. Bref, presque tout. En 2014, près de 185 États signataires sont concernés par cette convention. Oh, c'est pas mal du tout même. Cette convention va mettre en place les BIRPI, donc les bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle. Ils seront remplacés en 1967 par l'OMPI, ou Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En anglais, c'est WIPO, World Intellectual Property Organization. Super ton accent anglais. Merci. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les traités se sont multipliés et sont régis la plupart du temps par l'OMPI. Quelques exemples, avec la Convention de Rome de 1961, le traité sur le droit d'auteur de 1996, le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996, etc., etc. En conclusion, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la propriété littéraire et artistique ne date donc pas d'hier. Elle est apparue en même temps que les arts, a su évoluer jusqu'à notre époque actuelle et s'est adaptée aux changements de la société. Maintenant que nous avons vu quel a été son chemin, il est temps de se pencher sur sa forme actuelle, celle du droit positif, c'est-à-dire le droit que l'on va appliquer aujourd'hui. À la prochaine, marin d'eau douce.